Bonjour à vous tous. Vous êtes venus quand même assez nombreux aujourd'hui. Donc c'est une nouvelle session des 60 minutes inside Soft Team Consulting. Encore une fois bienvenue. Et cette fois-ci, enfin cette semaine, Monique Abelli, qui est membre du cabinet, on va vous faire une présentation de ce que c'est que IA Act, donc le cadre réglementaire de l'intelligence artificielle. Donc c'est une nouveauté un peu dans l'histoire mondiale. On est la première zone économique d'importance à avoir une réglementation qui encadre l'IA. Comme ça fait partie de nos priorités, à la fois en termes de business et en termes d'organisation, même d'interrogation en quoi va consister notre vie et notre avenir professionnel les prochaines années. Je pense que c'est très intéressant d'avoir une vision précise de ce que c'est. Et donc, ce que je vous propose pour commencer, et un peu pour que tout le monde, que les retardataires aient le temps de se connecter, de faire une présentation rapide du cabinet. Ensuite, je passerai peut-être une minute pour te présenter toi aussi, Monique, voilà, très rapidement, et que l'on puisse rentrer plus dans le détail de ce que c'est que l'IAC, de qu'est-ce qu'il y a dedans, et connaître notre vision en tant que cabinet de conseil de ce qu'on voit comme point important à connaître pour être en conformité, pour profiter de ce cadre réglementaire. Donc Softeam, pour ceux qui ne connaissent pas encore, c'est la marque conseil et service de DocaPost. Donc on fait partie du groupe La Poste. Et on est les experts qui vous accompagnent sur la construction des projets, donc les projets, les interrogations, les études, la stratégie, mais ça peut être aussi les formations et la certification. On a aussi toute une activité importante de délégation et de solutions pour construire les offres de bout en bout, et toute une gestion aussi de plateformes numériques. Donc, plateforme de confiance, tiers de confiance, identité, stockage d'informations. Donc, tout ça, c'est dans le mix des services numériques de la Poste. Softeam, on fait partie de ce pôle-là. Ça fait plus de 30 ans qu'on existe. On a, le dernier chiffre d'affaires audité, c'est plus de 220 millions d'euros de chiffre d'affaires. On a plusieurs marques. On a le Institute pour la partie formation, Agency pour la partie Web Agency. On est plus de 2200, même aux dernières nouvelles. Et on veut être à la fois donc une capacité à joindre globalement nos clients, nos gros clients, mais être aussi proche de ceux qui sont plus dans les territoires. Vous voyez la petite carte, on est un peu à droite et à gauche en France, et dans le Benelux, un peu à portée de main, on va dire, de nos clients. Sur la partie IA, donc là on va parler cyber, cloud, conception éco, la data, l'agilité, la transformation agile et les systèmes d'information au sens le plus large qui soit. Consulting, donc Monique et moi, on fait partie de ce pôle-là. On est là pour aider tout ce qui est transformation. Donc la transformation, c'est la transformation métier, le pilotage et mise en œuvre, l'excellence opérationnelle, coaching, la transformation digitale, donc avec toutes les nouvelles technologies, le 2.0 et le post-2.0. La transformation réglementaire, vous voyez, là on est vraiment au cœur de ces trois notions-là dans le cadre de cette présentation-là. Et en plus de ça, il y a forcément un aspect très fortement SI. Donc on est 120 consultants, 10 directeurs, on a des communautés, on fait des événements. Et Monique, peut-être tu peux te présenter peut-être en une minute. Oui, donc Monique Abelli, donc moi je travaille chez Softeam déjà depuis quelques années. Donc moi j'interviens surtout en amont donc, des projets informatiques dans le cadre soit de transformation métier, comme tu l'as cité, soit de transformation réglementaire, notamment dernièrement sur la e-facturation. Voilà. Très bien. Écoutez, on va passer peut-être au vif du sujet, de l'introduction de qu'est-ce que c'est que l'IA, et ensuite en quoi consiste la partie IA Act. Voilà. Donc, en introduction, donc voilà. Le terme d'intelligence artificielle, on va reprendre un peu les fondamentaux pour que tout le monde soit au même niveau d'information. Il date des années 50 d'un certain McCarthy qui a inventé cette notion d'intelligence artificielle qui était vue à l'époque comme la science et l'ingénierie de la fabrication de machines intelligentes. Alors, ça a beaucoup évolué, évidemment. Notamment, il y a eu des étapes d'apprentissage automatique qui se sont développées, de traitement du langage naturel. Ça, ce sont des notions que vous allez beaucoup utiliser, beaucoup entendre. Et aussi des techniques de vision par ordinateur, qui sont des techniques d'analyse et de travail sur les images par les ordinateurs.
Aujourd'hui, si on veut une définition, je dirais un peu vulgarisée de l'intelligence artificielle, mais au moins pour avoir une vision globale, c'est ce qui permet un peu de reproduire des comportements humains qui sont le raisonnement, l'inférence. Alors l'inférence, c'est la capacité de pouvoir faire des liens entre des propositions. Voilà, c'est de relier des choses. De décider, la décision, la planification, planifier des activités, ou la création. Voilà, tout ça, ce sont des activités humaines qui aujourd'hui sont pratiquées par l'intelligence artificielle. Les systèmes d'IA, aujourd'hui, ils peuvent inclure différents modèles, différentes techniques. On va citer l'apprentissage automatique que j'ai cité plus haut dans les tout débuts, mais là, on y ajoute les réseaux, des notions de réseaux neuronaux, d'apprentissage supervisé ou d'apprentissage non supervisé. Des systèmes qui sont fondés sur des logiques ou des bases de connaissances qui permettent l'inférence. Donc, c'est ce lien entre différentes propositions et puis en sortir d'autres. C'est comme l'esprit humain. Et puis, tout ce qui concerne des approches statistiques ou symboliques et qui permettent, pareil, de donner un certain nombre de résultats. Là, ce qu'on peut se dire déjà, c'est que les systèmes d'IA, ils fonctionnent avec différents niveaux d'autonomie. Et ça, c'est important de l'avoir toujours en tête. Alors ici, je vous ai mis des exemples d'applications de l'IA. Alors, on est entouré d'IA maintenant. C'est un peu difficile de dire qu'on n'a jamais entendu parler de l'IA. C'est partout. Dans la petite liste que je vous ai mise ici, il y a un intrus. Je vous laisse deviner lequel. Mais cet intrus, voilà, il va expliquer aussi pourquoi il y a eu un besoin de créer quelque chose comme l'AI Act. Voilà. Alors, les exemples d'application de l'IA aujourd'hui, on a la recherche médicale, et c'est une grande avancée parce que c'est une vraie aide au diagnostic. Ça peut permettre, par exemple, sur de l'imagerie médicale, si vous voulez, de voir des choses que l'œil nu, l'œil ne voit pas. Et donc, en termes de proactivité ou de détecter des anomalies, de dire qu'il y a une probabilité de présence de tumeurs, voilà, c'est une grande avancée en termes de soins et de médecine. La finance, autre exemple. Évidemment, tous les exemples que je vous donne ne sont absolument pas exhaustifs, bien sûr. Mais l'IA, par exemple, peut analyser des millions et des millions de modèles de transactions. Donc, ce n'est même pas les données, c'est vraiment des transactions, des modèles de transactions pour détecter et pour prévenir des activités frauduleuses. Donc, c'est là aussi, en termes de criminalité, voilà, c'est une vraie avancée. Mon intrus, je vous donne la réponse, les deepfakes. Alors, les deepfakes, qu'est-ce que c'est? Parce qu'on l'entend beaucoup. Ce sont des vidéos, des images qui sont générées par l'intelligence artificielle, qui vont imiter des personnes qui existent vraiment. Alors, ça peut être ludique, très drôle, ça peut être parodique, mais ça peut aussi diffuser de fausses informations et potentiellement manipuler l'opinion publique. Donc là, petit warning et risque identifié. Ensuite, et on a, je pense, tous parmi nous, vous avez eu affaire à ce genre de chatbot conversationnel, notamment dans le cadre d'un service client. Et là, vous allez converser par langage naturel avec un chatbot intelligent qui va comprendre votre contexte, puisque c'est généralement dans un contexte limité, et puis qui va interagir avec vous, avec vos mots à vous, et être capable de développer des conversations plus ou moins complexes. Voilà. Donc, tout ça, ce sont des exemples assez variés. On peut rajouter le petit encart, là, c'est une affiche de la communauté européenne qui montre des exemples. Alors, ça va de l'agriculture avec les drones qui volent au-dessus des champs et qui détectent les niveaux d'hydrométrie nécessaires pour un champ. Ça peut être votre aspirateur qui fait le ménage tout seul. Ça peut être la voiture automatique. Tout ça, il y a de l'IA. Il y a de l'IA qui est embarquée. Voilà. Donc, en conclusion, l'IA, c'est une énorme opportunité
mais ça présente aussi de nombreux risques. Donc on va voir maintenant en quoi consiste l'IA Act. Voilà. Donc aujourd'hui, on va vous faire une présentation de l'IA Act, ou IA Act, IA réglementation en français dans le texte. Moi, je parlerai d'IA Act tout au long de cette présentation. Alors, en introduction, je dirais quand même que c'est un vernis, parce que c'est quand même une réglementation très dense. Donc là, aujourd'hui, le but du jeu, c'est de vous donner des repères, en fait, sur cette réglementation, voilà, pour avoir au moins des points d'accroche qui expliquent le sens de cette réglementation. Donc, l'objectif de cette réglementation, CESC 1689, on l'a bien nommée, elle vise à établir des règles harmonisées pour le développement, la mise sur le marché et l'utilisation des systèmes d'intelligence artificielle dans l'Union européenne. Alors, ce qui est important là-dedans, c'est effectivement harmonisation, développement, marché européen. Voilà, ça, c'est des notions qu'il faut garder. Autre notion qu'il faut garder, c'est que cet AI Act, il repose sur 2 piliers de législation européenne, pour vous donner un peu la logique qui est suivie. Première grande législation qui est vraiment le pilier de l'AI Act, c'est tout ce qui concerne la sécurité des produits et donc la responsabilité des fabricants, des fournisseurs de produits qui garantissent la sécurité d'un produit. Donc, tout ce qui concerne les produits défectueux, etc. Voilà, l'AI Act s'est inspiré de cette législation européenne. La deuxième législation européenne dont s'est inspiré l'AI Act, c'est tout ce qui concerne le RGPD, la protection des données personnelles. Alors, on ne se rend pas compte, mais ce RGPD a eu quand même pas mal d'impact, même au niveau mondial. Voilà, même s'il y a encore des choses qui sont à améliorer, il y a quand même eu beaucoup de choses de faites là-dessus. Donc, Yanouche l'a dit tout à l'heure, c'est le premier cadre juridique complet au monde sur l'IA qui vise à répondre et à contrecarrer les dérives de l'IA, à protéger les personnes et les entreprises, tout en veillant à ne pas brider l'innovation. Et c'est très important, vous voyez, il y a d'un côté une protection, de l'autre côté ne pas brider l'innovation. Donc c'est un équilibre qu'il va falloir trouver, et je pense que là, les premières bases sont assez bonnes. L'idée derrière tout ça, c'est de créer un environnement de confiance au sein de l'Union européenne, de favoriser l'innovation, de prévenir la fragmentation, c'est-à-dire des pratiques totalement différentes au sein de l'Europe, entre différents pays, et puis, in fine, que l'Europe devienne un vrai leader mondial tout en gardant un niveau de souveraineté numérique. Voilà. Donc, l'objectif, c'est vraiment de développer une IA éthique, fiable, compétitive. Voilà, ce sont vraiment les mots-clés. Donc, les principes de base, donc je vous ai parlé de responsabilité des produits tout à l'heure. Donc, toute personne, tout fournisseur, fabricant, doit garantir un usage sûr de ses produits et services qui est mis sur le marché. Donc, l'AI Act ne traite pas explicitement de la responsabilité du fait des choses, c'est-à-dire qu'il ne va pas dire telle victime doit prouver telle chose comme ça, mais va édicter pour un certain nombre d'acteurs qui sont identifiés, qui vont du fournisseur à l'utilisateur de SIA, ils vont définir, ça va définir la responsabilité partagée. Et c'est important, le mot partagé, de chacun de ces acteurs. Voilà. Donc, le but, c'est que s'il y a des dommages, s'il y a des victimes d'un SIA, il y aura un cadre pour savoir comment, sur quelle responsabilité, quel acteur on peut actionner et faire reconnaître son droit. Voilà. Donc, l'IA peut être appliquée à différents domaines. Là, je vais parler de principes généraux, mais il y a la propriété intellectuelle, artistique et intellectuelle, les libertés fondamentales, les professions libérales ou réglementées qui sont en train de changer, juridiques, RH, etc. Tout ça, c'est en train de bouger. Voilà. Et ce qu'il faut garder en tête, c'est un cadre qui est posé, mais ce n'est pas du tout fini. Et il y aura certainement une version 2 de l'AI Act, voire ultérieure. Et ce qui va être important aussi, ça va être aussi la jurisprudence qui va s'en dégager, c'est-à-dire les décisions des tribunaux. Voilà. Alors, le champ d'application de cette réglementation,
c'est très important parce que voilà, ça ne concerne pas que l'Union européenne, même si c'est une réglementation européenne. Juste une petite info, en différence entre réglementation et directive. Réglementation, donc ça descend directement au niveau des droits nationaux, c'est applicable tel que au niveau des droits nationaux. Directive, c'est un peu plus souple. Et là, chaque Parlement doit soit voter des lois, soit les adapter la directive. Là, on est vraiment dans quelque chose de très ferme. Réglementation européenne. Donc, cette réglementation, elle va s'appliquer à une majorité de secteurs d'activité. Donc, typiquement, toute entreprise, y compris hors UE, peut être concernée par la IACT. Ça vise, alors là, on vous a mis trois cas de figure. Les SIA qui sont développés ou déployés dans l'Union européenne, quel que soit le lieu du développement, hein, donc même si c'est hors Union, c'est pas grave. Si c'est déployé dans l'Union européenne, ça concerne l'IACT, ça relève de l'IACT. Ensuite, les SIA qui sont utilisés en dehors de l'UE, mais dont les résultats affecteraient des citoyens ou des entreprises européennes. Donc vous voyez, c'est à l'extérieur, hein, le SIA est à l'extérieur, mais a des conséquences dans ces résultats, quels qu'ils soient, sur des consommateurs, des citoyens ou des entreprises européennes. Donc le champ est large quand même. Hein. Et puis cette réglementation, évidemment, s'applique, alors on les appelle les acteurs de la chaîne de valeur de l'IA, mais il y a aussi le mot opérateur, hein, vous verrez le mot opérateur de la chaîne de valeur qui vont du fournisseur, le déployeur, l'importateur, le distributeur et le fabricant. On verra ces notions-là tout à l'heure. Alors, je vous parle de cadre juridique d'application d'une réglementation sont exclus du champ d'application de la réglementation. Et c'est là où on va aller sur le volet aussi innovation. Donc, tout ce qui concerne la recherche scientifique. C'est-à-dire, dès lors où ce n'est pas vers le grand public, que c'est vraiment à des fins de recherche, c'est exclu de la IACT. Voilà. Les systèmes qui sont utilisés pour des fins de défense ou de sécurité nationale sont exclus du champ de la IACT. Voilà. Mais il faut bien garder en tête que dès lors où un système, par exemple un SIA qui est dans la partie de recherche scientifique, qui relève de la recherche scientifique, le jour où il va aller sur le marché, il relève de la IACT. Hein. Donc, ce n'est pas figé, ces choses-là. Hein. Ça va suivre. Donc, la conclusion de ça, c'est que ça nous paraît un peu impossible. On se dit, mais personne ne va nous suivre, c'est trop large comme champ, en dehors de l'Europe, ça ne s'imposera pas. Eh bien, détrompez-vous, le RGPD, il y a quand même eu beaucoup de choses. C'était pareil, une réglementation européenne et qui a été appliquée par des entreprises aux États-Unis, les GAFAMI, hein, voilà, pour ne pas les citer, parce que si vous voulez aller sur le marché européen, eh ben, ils n'avaient pas le choix. Il fallait appliquer le RGPD. Donc, ça sera pareil pour la IACT. Voilà. Donc là, les définitions. Alors, c'est une distinction qui est faite. Alors, c'est pas les définitions réglementaires. Hein. On les remettra correctement. Là, on a voulu mettre des définitions qui soient un peu plus, basiques, qui permettent de comprendre mieux. L'IACT, il définit, il prend deux systèmes, deux modèles d'intelligence artificielle dont il parle beaucoup. Première notion, un premier modèle, système, qui est le système d'intelligence artificielle. Vous le verrez au travers des slides. Moi, je ne parlerai que de SIA, hein, voilà, qui est un système complet. C'est-à-dire qu'il y a des interfaces, peut y avoir une logique métier, peut y avoir des modules décisionnels dedans. Voilà, c'est pour analyser, décider, agir de manière autonome ou semi-autonome. Donc, en dessous, je vous ai fait un petit tableau récap. C'est-à-dire que le SIA, il peut s'actionner tout seul. On lui met une imagerie médicale. Il ne va pas attendre qu'on lui pose la question est-ce que tu peux me lire l'image ? Voilà. Il est autonome, il a un certain degré d'autonomie et il propose des choses. Voilà. Un modèle GPAI, alors avec mon bel accent anglais, General Purpose AI System, c'est un système d'AI polyvalent qui est capable de gérer des contenus, des idées ou des propositions à partir d'un certain nombre de données ou de requêtes qu'on va lui faire. Lui, il n'est pas autonome. Il faut lui poser des questions. Il est réactif à une demande. Il faut l'actionner, le GPAI. Voilà. Donc, ça va générer des contenus ou des propositions.
Les exemples dans les GPAI, c'est les ChatGPT, par exemple, à qui vous allez demander comment organiser mes prochaines vacances en Italie, par exemple. Il va vous faire des propositions sur la base d'un certain nombre de demandes, de données qu'il aura engrangées. Voilà. Donc, c'est des notions qui vont être utilisées. Pourquoi elles sont utilisées? Alors, un GPAI peut être embarqué dans un SIA, bien sûr. Et pourquoi c'est utile, ces distinctions? C'est pour définir les niveaux de responsabilité aussi. Voilà. Très, très important. Alors, l'AI Act, qu'est-ce que ça contient? Ça contient, en fait, sa structure principale, c'est une gestion de risque. Voilà. Le principe de base de l'AI Act, c'est on va gérer des risques, on va définir des niveaux de risque qui vont être définis en tenant compte de l'objectif du SIA, de son contexte d'utilisation, et ça c'est très important, de la vulnérabilité des personnes auxquelles il s'adresse, que ce soit des enfants, des personnes âgées ou des groupes dits marginalisés. Voilà. Et on analyse aussi les risques sur la data. Exemple, est-ce qu'il y a une prise de contrôle potentielle d'un élément, d'une voiture, du métro, etc. Tout ça, ce sont des éléments qui vont aider à déterminer quelle est la hauteur de risque, le niveau de risque du SIA envisagé. Donc, c'est vraiment, c'est ce qui appelle derrière, c'est qu'il y a une gestion des risques qui appelle toute la méthodologie de gestion des risques pour les consultants qui nous écoutent. C'est ça. Et ça, on commence, on rentre un peu plus dans quelque chose on est plus à l'aise, on va dire, en tant que consultant, sur tout ce qui est projet, des choses comme ça. Et vous voyez, donc, ce que la réglementation définit, elle définit une typologie de risque. Donc, en fonction de la typologie de risque, donc là, vous avez ce petit tableau, il décrit ce que c'est. Il décrit l'utilisation, quels sont les cadres, les contraintes qui vont être utilisées, qui vont être imposées à celui qui va exposer au marché, qui va exposer une utilisation de ce système d'IA. Et si jamais donc, ces contraintes ne sont pas respectées, vous avez un certain nombre de pénalités qui sont potentiellement volontairement dissuasives. Donc typiquement, il y a des utilisations de l'IA qui sont explicitement inacceptables, interdites. Lorsqu'il s'agit d'interférer et de manipuler les comportements humains, lorsqu'il s'agit d'interférer avec les droits fondamentaux, autrement dit d'exercer les droits fondamentaux, modifier la perception des droits fondamentaux, c'est quelque chose qui est juste interdit. On n'a pas le droit de détecter et d'exploiter les vulnérabilités des individus, soit des individus, soit des groupes sociaux, et ainsi de suite. Donc ça, c'est juste prohibé. C'est très très bien décrit et ça coûte 35 millions d'euros ou 7% de chiffre d'affaires mondial. Donc juste comme ordre de grandeur, c'est un peu plus que le RGPD, qui est à 5% du chiffre d'affaires mondial. Donc on estime que c'est quelque chose qui est extrêmement, comme tu dis, on tape fort, c'est très très costaud. Mais j'insiste, ça c'est quelque chose, ça c'est pour les utilisations un peu de type commercial. C'est tout ce qui, si ça touche à la défense, à la recherche, c'est un cadre différent que le e-Act. Mais ça, on va le laisser de côté, c'est un peu anecdotique, voilà, ça c'est Terminator. Ce qui va beaucoup plus nous intéresser dans notre présentation, dans les projets, un peu dans notre vie de tous les jours, c'est les systèmes d'information qui présentent un risque haut. C'est tout ce qui est biométrie et émotion. Donc la gestion des émotions, les infrastructures critiques, l'éducation, la formation, y compris le droit à l'éducation, à la formation. Y compris la notation. Enfin, c'est tout cet aspect-là. Tout l'aspect emploi, gestion collaborateur, ressources humaines, promotion, détection des hauts potentiels, des faibles potentiels. Vous voyez tout le danger que ça peut représenter. La gestion des forces de l'ordre, l'accès aux services publics, forces de l'ordre au sens le plus large, c'est migration, asile, frontières, justice et démocratie. Donc ça c'est quelque chose. Pour le coup, même Softeam, nous avons aujourd'hui des projets, des offres dans ces domaines-là. Pour la gestion des votes, pour la gestion des dossiers administratifs, pour la priorisation de certains appels d'urgence. Donc quelque chose, là, on est dans le vif. Donc on a une obligation nouvelle de mise en place d'un examen de conformité, la mise en place d'une gouvernance de risque, une gouvernance de données, s'assurer que le système est robuste, autrement dit qu'il ne part pas dans tous les sens, et l'existence d'instructions précises de leur utilisation.
Et par contre, donc voilà, là on est moins dans la science-fiction, on est dans la production, on est aujourd'hui dans les projets actuels. Et là, si jamais on est vraiment pas bien, ça va jusqu'à 15 millions d'euros, 3% de chiffre d'affaires mondial. Mais attention, ça c'est des peines administratives. Autrement dit, si quelqu'un se voit par exemple refuser une promotion ou un groupe social s'estime déterminé, s'ajoutent à cela les dommages et intérêts qu'on va payer aux victimes. Donc c'est pas 15 millions, c'est peut-être 150 millions qui vont partir tout de suite. Ensuite, nous avons tout ce qui est chatbot, c'est tout ce qui est limité. Donc, on est plus à la gestion des grosses bugs très très gênantes qui peuvent nous pourrir la vie d'une manière totalement exceptionnelle. Mais voilà, c'est un chatbot avec de l'IA. Est-ce que mon système de relation client, est-ce qu'il est efficace ou pas? Si je suis la SNCF, ça peut impacter tout un tas de personnes. Je suis obligé de contrôler ce que je fais, mais maintenant, bon, je tape pas dans les droits fondamentaux. Voilà, c'est encore voilà, c'est la même chose pour les mails que je peux recevoir. Donc là, on a une obligation de transparence. On doit savoir qu'on s'adresse à une IA, qu'une IA a pris un certain type de décision. On est censé être informé et on a un certain nombre de contrôles qui sont prévus là-dedans. Et en fait, vous avez le minimal, c'est voilà, les suggestions de films, les personnages non joueurs dans les jeux vidéo, vous voyez, toute cette partie-là. Enfin, oui, en théorie, je pourrais être offusqué si jamais voilà, Pikachu, il agit pas comme je veux, mais quelque part, très très clairement, voilà, le niveau de risque, on n'est pas dans les droits fondamentaux, on n'est pas dans la discrimination, dans des choses comme ça. Donc, dans les deux cas, on a un régime général de sécurité des produits et responsabilité du fait des choses, et on a 7,5 millions d'amendes et 1% du chiffre d'affaires mondial en cas de gros problèmes. Voilà, on va passer très très vite sur ce slide-là, parce que de toute façon, on va vous diffuser les slides. Vous avez un tout petit peu plus d'exemples par rapport à ce qu'on vous a donné jusqu'ici. Voilà, ça vous permet un peu de mieux vous repérer dans les exemples de ce à quoi le législateur a prévu. Juste peut-être de précision, les niveaux de risque inacceptables, inutile de vous dire que ces SIA sont déjà actifs dans un certain nombre de pays. Et le haut risque, tout ce qui est haut risque, c'est vraiment le cœur de l'AI Act. C'est vraiment ce sur quoi l'AI Act s'est focalisé. Et on va vous expliquer pourquoi à un moment c'est quand même important, ça fait partie du projet, de savoir dans quelle catégorie je suis. Et parce qu'on a une présomption de comprendre quand même son propre SI, et surtout au système d'intelligence artificielle. Autrement dit, si on est dans la mauvaise catégorie, on tombe sur le coup des sanctions. Donc très rapidement, vous voyez, pour que tout ça fonctionne, il faut qu'il y ait les risques qui sont faits. On a fait, donc Monique nous a expliqué un peu la définition des différents systèmes. On a une catégorisation des risques. Et la troisième catégorisation, c'est le côté les acteurs de la chaîne de valeur. Donc il faut que chacun sache dans quelle catégorie il joue pour voir les responsabilités qui sont les siennes. Et on va un peu expliquer un peu mieux dans le cadre de cette présentation en quoi ça consiste. Mais vous voyez, il y a aussi le fait de se dire, ça c'est un grand dada de nos régulateurs, c'est qu'on va définir les rôles et responsabilités de la manière la plus précise qui soit pour que chacun sache ce qu'il a à faire, il sache comment il interagit avec les autres et éventuellement, s'il ne veut répondre qu'à une partie de la chaîne de valeur, qu'il sache précisément où s'arrêter. Ce qui est aussi indirectement une manière de laisser la porte ouverte à des entreprises, des startups typiquement européennes, plus petites, qui vont dire moi je serai juste distributeur. Et je sais précisément comment je vais m'articuler. J'ai une relation qui est saine, qui est définie par rapport à des fournisseurs ou à des déployeurs. Est-ce que tu as peut-être d'autres choses encore à ajouter, Monique? Non, il y a, ce qu'il faut, tu l'as dit, mais ce qu'il faut voir là-dedans, c'est que chacun, c'est une chaîne de responsabilité en fait, et chacun se tient un peu. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que le fournisseur qui a développé qui va être responsable. Lui, effectivement, il a un certain nombre d'obligations de prouver la conformité de son SIA à la réglementation, mais il y a aussi le déployeur, le distributeur, qui doit vérifier que les exigences de l'AI Act sont bien respectées dans le SIA qu'il va déployer. Donc voilà, donc les fournisseurs qui ne répondraient pas, notamment parce que ça va généraliser, il y a un marquage européen qui va être mis en place. Tous ceux qui n'auront pas ce marquage-là, ça veut dire que le SIA ne pourra pas circuler librement dans la communauté européenne. Et à partir de là, le distributeur responsable européen, il dira non, je ne travaille pas avec toi. Voilà. L'importateur aussi, il doit s'assurer que ce qui vient de l'extérieur, en l'occurrence, respecte bien l'Europe, enfin l'AI Act. Et puis, les représentants autorisés, alors là, c'est un peu une classe à part, puisque c'est eux qui vont représenter
réglementer, par exemple, un fournisseur et qui vont être en charge de s'assurer, alors non seulement de s'assurer de la conformité, mais de faire toutes les démarches qui vont avec, d'audit, de documentation de process, de contrôle, etc., etc. Tout ce qui va autour de la gestion des risques et de la réglementation. Exactement. Voilà. Alors, le calendrier. Alors, c'est un calendrier, bon, c'est un peu classique, assez classique, hein, mais il y a quand même, notamment en 2025, une volonté quand même voilà, de pas traîner. C'est maintenant que ça se passe. Voilà. C'est maintenant que ça se passe. Donc, ça a démarré en août 2024 avec l'entrée en vigueur de la IACT. Ça se poursuit en mai 2025. Je n'ai pas vérifié d'ailleurs, mais il faudrait que je vérifie si les codes de bonne pratique, et ça, c'est une notion qu'on va retrouver à plusieurs endroits, hein, notamment même pour les gestions à risque minimaux voilà, des SIA. Il va y avoir des codes de bonne conduite à côté de la réglementation, voilà, pour aider, pareil, les fournisseurs à se conformer. En août 2025, alors là, c'est les obligations pour les fournisseurs, hein, il va y avoir application des exigences, notamment pour les modèles d'IA à usage général. Et aussi, il va y avoir la mise en place de la gouvernance nationale, puisque cette gouvernance de la IACT, elle est à 2 niveaux. Il y a un niveau européen avec différentes entités, notamment la Commission européenne qui décide un peu de tout, qui donne le là, hein, on va dire. Et puis un niveau national qui va reposer sur un certain nombre d'instances. En France, on parle de la CNIL, de la répression des fraudes, hein, la DCGRF, je ne me rappelle plus l'acronyme, et du défenseur des droits. Ce sont ces 3 entités qui vont aider à la gouvernance de l'IA. Mais je pense, de ce que j'ai compris, c'est vis-à-vis de l'Europe, il y aura une seule tête de pont à désigner par l'État, par la France. Voilà. Donc ça, c'est en août 2025. Donc on y verra un peu plus clair comment va fonctionner la gouvernance entre le niveau national et l'Europe, sachant que le besoin, c'est aussi de l'harmonisation et de la cohérence, hein, voilà. Ensuite, en août 2026, on a application complète du règlement pour tout, la gouvernance, les infrastructures, les évaluations de conformité, pour tout le périmètre, sauf pour les produits réglementés, qui, eux, leur réglementation sera applicable en août 2027. C'est notamment des jouets, par exemple, je vous donne des exemples, hein, des jouets qui embarquent de l'intelligence artificielle. Il y aura une dernière salve de réglementation à appliquer en août 2027. Voilà. Donc, pour résumer, si on peut résumer ces différents slides, l'IACT classe les SIA en fonction des risques qu'ils présentent. Donc, il y a 4 niveaux de risques. Il y a les risques inacceptables, donc ça, c'est complètement interdit. Il y a les hauts risques, ça, c'est le cœur de l'IACT. Il y a les SIA à risque limité et à risque minimal. Selon les acteurs de la chaîne, donc on a vu, il y a les fournisseurs, qui sont les développeurs, il n'y a pas que les fournisseurs qui sont responsables, hein. Tout le monde est responsable de quelque chose, ou au moins de s'assurer que son fournisseur est conforme, fournit un produit qui est conforme à l'IACT. Voilà, il y a aussi des obligations sur les utilisateurs. On n'en a pas beaucoup parlé, mais là aussi, il y aura des choses à faire, à regarder, notamment en termes de cas d'usage. Voilà. Pour les IA à usage général, alors là, comme il y a des risques systémiques, quand je dis des risques systémiques, c'est-à-dire que comme c'est une diffusion large, il peut y avoir des risques plus. Et donc, dans ces cas-là, il y aura des documentations précises, notamment pour se conformer aux droits d'auteur, mais pas que, hein, mais il y a des exigences spécifiques autour des GPAI. Voilà. Et puis, une gouvernance à plusieurs niveaux, hein, ce que je vous ai dit tout à l'heure, supranational et national, qui va demander, ça c'est un commentaire de ma part, une bonne coordination, je pense, au moins au début. Voilà. Et donc vous voyez un peu, on va regarder un peu les points de vigilance. Vous voyez, on a fait ce survol de en quoi consiste IACT. Donc pensez qu'il y a quand même des vraies zones d'adhérence entre l'IACT et le RGPD. Parce que donc c'est le même régulateur, c'est un peu on régule à peu près les mêmes choses. Donc en tout cas, donc le RGPD, je rappelle, c'est tout ce qui gère la protection des données personnelles.
aussi dans ce cadre de faire un peu la balance entre les libertés fondamentales d'un côté et l'innovation. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui est intéressant de se dire, c'est quelque chose qui était très très structurant, enfin, c'est maintenant depuis une petite dizaine d'années, sur notre manière d'envisager les données. Enfin, un certain nombre d'initiatives data sont liées aussi vis-à-vis de ça. Mais c'est quelque chose qu'on a réussi à imposer aux GAFAM, enfin GAFAMI, enfin tout ce que vous voulez, enfin, en gros les gros, voilà. Parce qu'en fait, tous les 2 ans, il y a un nouveau qui arrive, donc voilà, donc ça va faire un truc un peu à rallonge. Mais en tout cas, les gros acteurs, ils ont réussi à se plier. Parce que bon, stratégiquement, moi, si je suis un gros acteur, moi, je suis très d'accord d'avoir une réglementation très complexe parce que moi, j'ai suffisamment de sous pour m'y plier, ce qui élimine les petits. Ça, c'est une petite parenthèse, voilà. Mais en tout cas, ça veut dire qu'on a cette volonté des gros de jouer le jeu. Parce que stratégiquement, c'est important pour eux. Mais à côté de ça, on a quand même cette notion on va parler des bacs à sable réglementaires, pour que les petits, quand même, arrivent à se retrouver, arrivent à grandir. Donc, on a cette notion de big data, de deep learning, qui nous permet aujourd'hui de se dire que peut-être qu'en jouant intelligemment sur les données publiques non sensibles, on arrive à les retrouver. Donc, on retombe sur du RGPD. Sur des données sensibles, on sait RGPD. Donc, en tout cas, ça va... les deux vont se télescoper, vont, on va dire, se féconder mutuellement, vont changer les pratiques et les législations. Donc, en tout cas, à suivre, voir le côté jurisprudence, autrement dit, comment les régulateurs, comment le contentieux va être géré, va être fait dans tout ce que nous faisons actuellement. Vous avez un autre domaine qui est très intéressant, qui est pour l'instant, voilà, on n'est pas allé jusqu'au bout du contentieux et on a un cadre réglementaire qui est fait avec l'IA, c'est tout ce qui est propriété intellectuelle. Propriété intellectuelle, y compris propriété intellectuelle et artistique. Donc, vous voyez, on ne sait pas bien gérer ça encore. C'est quelque chose, c'est un terrain qui est totalement... parce que typiquement, selon les pays dans l'Union européenne, on a des droits de propriété intellectuelle très différents. La propriété artistique, selon si on est en régime de droit d'auteur ou de copyright, c'est des choses qui sont très différentes. Or là, on n'est ni l'un ni l'autre, il n'y a pas d'auteur. L'auteur, vous voyez, si c'est un usage, si c'est une IA générative générale, GPAI ou un SIA spécifique, on a potentiellement des logiques économiques extrêmement différentes. Donc, vous voyez, qui appartient à l'œuvre? Dans le document de l'Union européenne, on ne va pas parler de chansons, mais typiquement, j'ai une IA qui me fait des motifs de papier peint. Et si jamais je me fais plagier mes motifs de papier peint, qui a le droit de porter quelle instance où? Si jamais, inintentionnellement, l'IA génère des choses qui sont très mal vues. Enfin, je fais un papier peint avec des symboles, des trucs qu'on ne doit jamais mettre sur un papier peint. Et il se trouve que ça a passé les contrôles. Voilà. Donc concrètement, c'est qui le responsable? Et si jamais il y a des bugs, il y a une IA qui génère du code. Ça, c'est un grand classique. Donc qui est responsable des bugs? Qui est garanti de la conformité, voilà, de tout ça? En plus de ça, on a vu, mais alors très très récemment, en fait, c'est qu'en fait une bonne partie des pratiques de l'open source, justement où c'est du coopératif, la responsabilité un peu personnelle est soit absente, soit très diffuse, ça rentre mal dans ce cadre-là. Dans le cadre de l'IA Act, on cherche forcément un acteur, une responsabilité, un rôle bien défini. Là, ils sont des centaines et quelque part, chacun a droit à une virgule. Voilà, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Donc l'équilibre est en train de se créer. On va le suivre à la trace. Ce qui est intéressant, c'est que, voilà, ce qui est sûr, c'est que dans les mois qui suivent ou les années qui suivent, nous aurons très certainement encore beaucoup de nouveautés. Donc restons vraiment à l'écoute de tout ce qui se passe. Il y aura la doctrine, il y aura des articles, il y aura des procès retentissants. On verra comment ça va se terminer. Mais en tout cas, voilà, là, on vous donne juste en 60 minutes un survol. On est à peu près, on va dire, à la moitié du chemin. Et n'oublions pas qu'il y a des domaines très spécifiques dans lesquels on est vraiment très intéressé d'utiliser l'IA. Tout ce qui est ressources humaines, enfin, la gestion automatique des CV, la réception des CV, le traitement des avancements, le traitement des augmentations. C'est un domaine qui est connu comme sensible, dans lequel on se doute qu'on aimerait un peu dépassionner un certain nombre de débats, sur lequel la RH a forcément des choses à dire. D'ailleurs, on fera une présentation peut-être avec l'exemple de Softeam, avec notre directrice des ressources humaines est déjà d'accord sur le principe de vous faire un petit tour de piste de ce qu'on fait aujourd'hui.
Donc restez à l'écoute. Tout ce qui est santé humaine, y compris la santé mentale, autrement dit, c'est facile de se dire, voilà, on va détecter des tumeurs cancéreuses, ça, avec de l'IA, on voit le truc, mais détecter des comportements, surtout dans le cadre du vieillissement de la population, des choses comme ça, il y a un vrai sujet derrière. Qu'est-ce qu'une personne et comment je détecte une personne? Donc ça, c'est pour info, c'est le prochain 60 minutes. Hein. Je veux dire, c'est plutôt pas dans le cadre dans la vision IA, mais quand même, on a cette vision-là. Et tout ce qui est profession réglementée, régime d'accession et responsabilité spécifique. Donc on ne devient pas médecin parce qu'on a lu des bouquins de médecine. On a un statut de médecin avec des diplômes, un ordre des médecins qui va nous juger. Même chose pour les avocats. Même chose pour les conseillers en investissement. Une IA qui me fait d'un conseil en investissement, est-ce qu'elle respecte la réglementation MIFID? On a tout le débat public. Comment j'oriente le débat public? Aujourd'hui, les politiciens, ils utilisent l'IA, par exemple, pour savoir quels sont les sujets qui montent, les sujets qui sont intéressants. Donc voilà, donc tout ça c'est intéressant. Et maintenant, on va voir peut-être plus en détail la partie mise en conformité d'un projet IA Act. Autrement dit, on va voir un peu le côté concret parce qu'on est comme une société de conseil. Enfin, c'est notre valeur ajoutée, c'est de se dire, moi je suis capable de prendre cette réglementation, d'aller voir une entreprise et voir concrètement qu'est-ce que ça donne. Donc vous voyez, nous ce qu'on voit, c'est que de toute façon, il y aura une vision stratégique. C'est des éléments à intégrer dans les fonctions de l'entreprise, avec tout le côté stratégique, autrement dit, où est-ce que je suis maintenant, où est-ce que je devrais être dans 3 ans, où est-ce que je devrais être dans 5 ans. C'est quoi les conséquences, les capacités que je dois avoir dans mon entreprise. Ce qui veut dire, accessoirement, c'est qu'il me faut absolument avoir une gouvernance, un pilotage de l'IA mise quelque part dans l'entreprise. En fonction, est-ce que c'est plutôt de la transformation, de l'organisation, de l'informatique, contrôle permanent, je n'en sais rien. Une fois qu'on a mis en place ces solutions, mais en fait ça doit être fait en parallèle, il y a forcément la conformité. Vous voyez tout le côté rôle, responsabilité, documents, audit, on vous passe toute la paperasse, parce que ça ressemble bien à la paperasse RGPD Empire, ou ceux qui connaissent Swift CSP ou ISO 27000, c'est vraiment la même notion. Donc il y a une cartographie des usages, les audits, des audits peut-être par des tiers, parce que je dis je dois assurer la conformité, mais est-ce que c'est du déclaratif, est-ce que non? Ça dépend. Donc on verra, c'est typiquement dans ce que Monique nous disait, les guides des bonnes pratiques, là on verra. La gestion des questions, des interrogations, les remédiations, éventuellement la gestion des droits des tiers. Donc les gens qui se posent des questions sur l'IA dans le cadre de mon entreprise, je me dois de pouvoir leur répondre. Comme le RGPD, comme le droit à l'accès à l'information. Donc tout ça dans un monde où c'est une cible mouvante. Autrement dit, il y a de la veille. L'expertise de 2025, ce n'est pas forcément l'expertise pertinente en 2027. Donc il va falloir forcément s'y coller, on va dire, intelligemment. Et donc il va falloir gérer le côté de correction et médiation. On va vous parler des bacs à sable réglementaires parce que c'est super important. Et en tout cas, nous, notre conviction, c'est que l'IA Act, c'est juste un premier acte, si j'ose dire, que la suite, l'avenir encore n'est pas encore écrit, mais l'avenir à très très court terme n'est pas encore écrit. C'est que 2026, potentiellement, les textes d'application, les guides de bonnes pratiques vont changer encore beaucoup de choses. Et un exemple, oui, justement, pardon, l'exemple des projets, ils sont là, voilà. Voilà. Oui, voilà l'exemple des projets, pardon, parce que je cafouille, je suis vraiment confus. Voilà. Donc l'exemple de projet, c'est un exemple, on va dire, très, on va dire, standard. Donc c'est l'analyse de l'existence, les cartographies, les cas d'usage, classification par point de vigilance, RGPD, IA et ainsi de suite. Donc avec les points de risque, les gap analysis. La solution cible, qu'est-ce qu'il faut? Est-ce que c'est un problème d'organisation? Est-ce que c'est un problème de documentation? Est-ce que c'est un problème de fond? Mon système est fondamentalement non conforme. Et la mise en place des surveillances, veille, c'est tout le côté gouvernance. Et la conduite de changement, autrement dit, c'est comment toute cette nouveauté-là vont ensuite descendre au niveau opérationnel de l'entreprise. Voilà. Alors, derrière ces obligations, la Commission européenne, elle a quand même voulu aider, évidemment, les principaux acteurs à se conformer à cette réglementation. Donc, il y a un détail, notamment dans l'AI Act, qui indique quels documents
doivent être réalisées par les fournisseurs, hein, qu'est-ce qu'ils doivent renseigner, les mesures prises, notamment s'il y a des risques, hein, on est en gestion de risque, hein, donc il y a un risque, quels sont les moyens pour corriger ces risques. Il y a toute une description des audits. Alors ça sera des audits soit internes ou externes, selon, voilà, ça peut être les deux d'ailleurs pour les SIA à haut risque notamment. Tout ce qui concerne les mécanismes de correction en cas de défaillance, voilà, on doit documenter ça, avoir des procédures qui fonctionnent évidemment et qui sont actives si besoin. Ce qui est important de voir là-dedans, dans ces évaluations de conformité, ces audits et ces mécanismes de correction, c'est que, voilà, dans l'AI Act, on décrit essentiellement les hauts risques, mais ça peut s'appliquer dans certaines choses, notamment dans l'obligation de transparence pour les limités, pour les SIA limités. Voilà, donc il y a des degrés, voilà, mais si on se focalise sur les hauts risques, voilà la totalité. Et puis, il y a d'autres choses pour aider justement les différents acteurs à se conformer. C'est ce qu'on appelle, Yanouche en a parlé tout à l'heure, les bacs à sable réglementaires. Donc, c'est à partir de 2026. L'idée derrière ces bacs à sable réglementaires, alors ça ne va pas être juste des applications qui vont être mises à disposition. Voilà, ça peut être des environnements qui permettent à un acteur, un fournisseur généralement, de tester son SIA à la lumière de l'AI Act. Voilà. Donc ça veut dire que c'est réduire toutes les incertitudes par rapport à cette réglementation qui peut paraître un peu compliquée. Voilà. Donc l'idée, c'est d'encourager l'expérimentation et d'aider à accélérer la mise sur le marché des technologies SIA. Alors, il y a des bacs à sable qui vont être, j'ai mis quelques exemples en dessous, par exemple de détection médicale assistée par IA. Donc ça va permettre de tester des systèmes de diagnostic. Donc je pense qu'il y aura une spécialisation, hein, je pense, de ces bacs à sable réglementaires. Ou pour tester la mobilité autonome, peut-être des espaces géographiques qui vont permettre de tester, je sais pas, des voitures ou autres, ou des métros peut-être complètement. Enfin non, ça existe déjà. Mais voilà, des choses, voilà, qui ont des capteurs et qui ont donc une grande interaction avec l'extérieur en fait. Hein. Voilà. Alors ces bacs à sable. Donc, qui seront mis à disposition par les organes nationaux, hein, sur les directives, bien évidemment, notamment du bureau de l'IA ou de l'autre organisme dont j'ai perdu le nom, au niveau à côté de la Commission européenne. Ah le comité européen, c'est marqué dessus. Comité européen de l'intelligence artificielle. Voilà, c'est lui qui va aider chaque État membre à déployer des bacs à sable qui ne seront pas ouverts à tout le monde. On ne va pas ouvrir ça au Kidam. Ça sera d'abord des startups et des PME qui développent des technologies d'IA innovantes. Ça sera tous les grands acteurs de pointe reconnus du marché qui veulent tester dans un cadre réglementaire leur innovation en termes d'intelligence artificielle. Et puis, ça sera tous les organismes de recherche et industriels. Je pense à certains instituts, notamment publics français, qui font de la recherche et qui auront tout à fait le droit d'accéder à ce type de bac à sable réglementaire. Encore une fois, pour apporter un confort et pas être un peu dans l'incertitude. En fait, en deux mots, l'idée, c'est que si j'ai un cas d'usage innovant sur lequel j'ai une incertitude légale, je peux voir le régulateur et je peux négocier une certaine immunité légale moyennant un encadrement plus précis, un suivi plus précis. Parce que ce que veut le régulateur, c'est être sûr qu'on ne va pas se priver d'idées brillantes porteurs de valeurs, de progrès, et ainsi de suite, uniquement parce que la loi aujourd'hui n'est pas bien claire, les gens vont se brider un peu leur ambition. Alors que si on les accompagne, on va dire, voilà, on ne sait pas du tout légalement les conséquences de ce que vous faites, mais on veut bien vous faire un espèce de bac à sable, hein, vous serez sous la responsabilité d'adultes, mais vous pouvez faire ce que vous voulez. Et que dans le cadre du bac à sable, vous avez, si jamais ça part totalement en vrille, quelque part, votre responsabilité sera très, très, très grandement atténuée, parce que voilà, on a tenté un truc, on s'est dit, ça va peut-être marcher. Voilà, c'est vraiment ça l'idée. C'est quelque chose qui est crucial, mais ça veut dire que les grandes entreprises, les grands clients bancaires, industriels vont en profiter.
mais aussi les petits vont aussi vouloir énormément profiter. Et enfin, donc là on est bien, on arrive à la fin de notre présentation. Donc n'hésitez pas à nous poser des questions par ailleurs dans le petit fil de la conversation. Nous, on les suit chez nous. Donc en tout cas, pensez à un certain nombre de ressources. Donc la golden source, la chose importante, allez sur le site de l'Union européenne. Donc c'est europa.eu, vous tapez IA Act. Quand on va vous diffuser les slides, vous pouvez cliquer sur le lien. C'est quelque chose qui est à la fois très complet. Vous avez tous les niveaux. À la fois le texte officiel qui fait foi, les textes d'interprétation, les technical standards, les guides de bonne pratique, tout y est. Donc c'est intéressant. Surtout, vous avez les attendus, enfin tout le côté historique. Moi, je les ai lus. Honnêtement, je pense que c'est plutôt bien fait. Vous avez le Act Compliance Checker. C'est un petit truc, une espèce de petit robot on pose des questions. C'est un QCM qui nous permet des questions. Où est-ce que vous en êtes? Est-ce que vous avez compris? Est-ce que vous êtes soumis à IA Act? Est-ce que vous le serez soumis ou pas? Et puis après, il y a des glossaires, des lexiques faits en France. Parce que vous voyez, il y a beaucoup de termes qui sont nouveaux. C'est des concepts qui sont nouveaux. On est vraiment obligé de les apprendre, de se les approprier. Avec un paradigme qui est nouveau. Donc regardez, vous avez la CNIL qui fait des choses, le ministère de la Culture aussi. Et bien sûr, c'est en phase finale, Softeam Consulting. Nous, on fait un livre blanc de synthèse, par Cédric Autrey, notre camarade qui travaille aussi beaucoup sur ce sujet-là au sein de notre centre d'expertise. Et je vous assure, c'est Cédric qui l'a fait. C'est pas l'IA qui a fait un truc sur l'IA. On sait que c'est possible, mais on ne travaille pas encore comme ça. Voilà. Donc en tout cas, soyez à l'écoute. Et Cédric, en plus, nous a donné le texte de la directive. Donc merci beaucoup. Et est-ce que vous pourrez peut-être taper dans le fil de la conversation des questions, des remarques ou peut-être des points, parce que là on est bien en termes d'horaire, on est pile poil là où il faut. Est-ce qu'il y a peut-être des points que vous n'avez pas vus, sur lesquels on est passé vite? Parce que c'est extrêmement dense aussi. On a essayé d'être très factuel aussi. Et on n'a pas couvert tout le périmètre. Voilà. Il faut bien voir ça. Voilà. C'est qu'il va y avoir encore quelques 60 minutes. Exactement. Et si peut-être quelque chose, juste pour un peu animer le débat, c'est qu'on a passé très très vite et volontairement sur la différence entre les General Purpose Artificial Intelligence et le système. Dites-vous qu'en termes de risque, pour les gens un peu logiciels à l'ancienne, c'est la différence entre... je fais un système de gestion de ressources humaines, donc je manipule des données sensibles par construction. Donc je dois m'assurer, j'ai une certaine responsabilité en tant qu'éditeur, de faire que je suis conforme à RGPD, je suis dépositaire des données personnelles. En face de ça, on peut utiliser Excel pour gérer mes employés. Mes employés, je ne sais pas, mes contacts, les colocataires et ainsi de suite. Donc quelque part, en fin de compte, vous voyez bien qu'on va peut-être manipuler des données sensibles dans Excel, mais la responsabilité, la manière dont va être géré justement le qui fait quoi et qui est responsable de quoi, c'est pas la même chose. On va pas demander à Excel de Microsoft Excel d'être en charge de toute la protection des données possibles et imaginables qu'il peut y avoir dans Excel, alors que par construction, un système de RH, lui, il s'adresse, on s'attend à ce qu'il y ait une certaine obligation. Pour l'IA, c'est pareil. C'est l'usage qui fait le cas d'usage. Voilà. Et sachant qu'on a justement c'est quelque chose qu'avec l'exemple d'Excel, vous voyez, c'est que Excel et RGPD, c'est un mode de pensée qu'on avait déjà. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions encore? Parce que là, je vois quand même, il y a 28 personnes connectées, donc ça m'étonnerait qu'il n'y ait quand même aucune question, aucune remarque. On a peut-être tout compris, on a été super clair, mais on a été super rapide surtout. Donc on a certainement... Je regarde. Écoutez, si vous n'avez pas d'autres points, n'hésitez pas. Restez à l'écoute déjà, comme on va dire plusieurs fois. Parce que c'est un sujet d'actualité. Alors c'est peut-être un peu pompeux, on dit que l'IA a à peu près le même impact chez nous que l'invention de l'électricité, de la vapeur, de Internet. Donc c'est très possible, partons de cette hypothèse-là. Donc nous, c'est un axe de développement stratégique pour le cabinet, parce que c'est un axe de développement pour nos clients aussi.
déjà. Donc l'avenir est en train de s'écrire. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a quelque chose d'autre à ajouter, Monique? Non, les sujets commencent à arriver très sérieusement, hein, notamment des actes de... Enfin, ils demandent de la sensibilisation autour de l'IA. Qu'est-ce que c'est dans les entreprises, hein, et comment l'utiliser? Parce que les cas d'usage, ça, il y a un vrai sujet là-dessus. Voilà. Alors, juste peut-être un truc, parce que je vois une question, serait-il possible d'avoir l'IA Act appliqué à des cas d'usage? Alors, je suis pas... Je vais voir peut-être des exemples. C'est peut-être celui-là. Par exemple, on va prendre le risque limité, chatbot, service client. Donc, vous voyez, c'est quelque chose, c'est outil générant du contenu visuel, audio manipulé. Ça veut dire que j'ai un chatbot qui me guide dans mes méandres de la réclamation client. Donc, j'ai une interaction client. Mon expérience, quelque part, ça va peut-être me prendre 5 minutes, ça va me prendre peut-être 2 heures. Ça va peut-être beaucoup m'énerver, mais quelque part, ça veut dire que typiquement, peut-être que j'ai besoin d'une réponse urgente et je ne l'ai pas. J'ai que des réponses à côté. Vous pensez à des gens qui ne sont pas contents parce que parce que j'ai raté mon train, parce que l'IA m'a mal aiguillé. Je veux dire, ça peut être ça. Mais ça risque d'être c'est un cas de risque limité. Donc je reviens. Donc on a quoi? On a une obligation, donc c'est la petite truc avec la petite bestiole. Donc on a quoi? Une obligation de transparence et d'information. Donc je dois savoir que je m'adresse à un robot et pas à une personne humaine. Ça, c'est mon droit. J'ai tout un tas de règles techniques qu'on n'est pas rentré là-dedans. Mais si jamais mon système il déraisonne totalement, je reste à 7,5 millions d'amende. Non, mais l'autre question sur les cas d'usage en entreprise, c'est comment j'utilise l'IA, jusqu'où je peux aller pour utiliser l'IA et de quoi je dois me méfier. Pour moi, c'est simple, c'est que tant que c'est pas interdit, et ce qui est bien, c'est que les interdictions, elles sont très claires et finalement assez peu nombreuses, on a le droit de faire ce qu'on veut. On est encouragé à faire ce qu'on veut. Il faut voir ça comme ça, c'est qu'en fait, on est encouragé à faire ce qu'on veut. Et si seulement c'est très risqué, y a des contraintes supplémentaires, mais on les connaît. Et typiquement, j'ai une classification automatique des CV. Donc je dois avoir tout un tas donc l'évaluation des candidats, ça c'est quelque chose qui arrive, je veux dire. Donc par contre, voilà, donc j'ai des contraintes, je dois m'assurer qu'il n'y a pas de discrimination. Plus ou moins volontaire, involontaire, s'il n'y a pas de pollution, des choses comme ça. Mais en tout cas, j'ai de nouveau des contraintes. Donc là, je suis dans quelque chose à haut risque. Donc je dois avoir la gestion des risques. Donc le risque ici, c'est la discrimination. La gouvernance des données, je dois savoir d'où viennent mes données, comment je manipule quelles données. Que si jamais quelqu'un vient se plaindre et dire moi j'ai été victime de ce SI, je dois être en mesure de lui opposer une gouvernance de données. Regardez, on a fait tout selon les bonnes pratiques. J'ai une robustesse, autrement dit, si je me fais manipuler, polluer, il faut que le système il le sache, qu'il soit déjà immunisé vis-à-vis de ça et au moins qu'on le sache. Et qu'il y a des instructions, c'est que les gens ils connaissent le fonctionnement du système, les limites du système. Ça, c'est quelque chose qui est important. Donc vous voyez, c'est clairement autre chose qu'un système qui va nous informer des retards des trains. Mais c'est possible. Les deux sont autorisés, c'est des cas d'usage qui sont aujourd'hui soit en production, soit en cas de développement, des choses comme ça. Typiquement, je ne sais pas, dès l'instant où on touche sur une synthèse, par exemple, des plaintes qui sont faites, ça c'est un vrai use case. Quelque part, voilà, on a un certain nombre de contraintes qui nous assurent que ça fonctionne bien selon les bullet points qu'il y a ici. Est-ce que j'ai répondu? Voilà. Alors, l'IA active la question du droit employé à ne pas. Le problème, c'est que c'est coupé dans notre fil de discussion. Ah, si, à ne pas se repositionner dans la. Et. Alors, oui, donc voilà, la réponse, clairement non. Non, c'est pas plus que la réglementation sur les voitures ne traite du remplacement du cheval. Enfin, on est dans ce niveau-là. Et on ne veut pas. C'est pas l'objet de la loi, c'est pas l'objet d'imposer du régulateur. Même au contraire, on veut faire de l'innovation. C'est ce qu'on appelle la destruction créatrice, si vous voulez voir les conseillers de la Commission européenne, qui ont raté le prix Nobel de très très peu cette année, le prix Nobel d'économie. Donc clairement non. Et moi je dirais tel que c'est parti, c'est jamais. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions?
Voilà, effectivement, l'idée plus en amont sur la conception, c'est Cédric, voilà, qui est notre expert aussi. Hein, et je dirais, vu la réponse de Cédric, j'ai rien d'autre à ajouter. Est-ce qu'il y a d'autres questions encore? Parce que sinon, il est 29, hein, donc on a pile tenu les horaires, hein, donc ça c'est bien. Mais soyez libres, hein, nous, on se dit que c'est 60 minutes, mais on est à votre disposition. Hein. Mais sinon, voilà, en tout cas, merci beaucoup. On va diffuser aux participants le support. Le temps de faire un petit travail éditorial, ça sera disponible sur notre chaîne YouTube. Donc, restez à l'écoute. Donc, n'hésitez pas, à nous contacter. 2, à partager cette information. Et bien sûr, l'idée, cette présentation, on a aussi l'offre d'une formation plus complète sur ce sujet-là. Donc, n'hésitez pas à en parler. Si vous entendez parler de sujets dans vos clients divers et variés, n'hésitez pas à remonter le sujet pour justement qu'on puisse travailler ensemble. Exactement. Merci à tous. Merci à tous.